sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer un théorème qui s'appelle caractérisation des symétries. Exactement comme pour la caractérisation des projecteurs, sur laquelle j'ai réalisé une vidéo, c'est une vidéo qui va être assez longue et donc je t'invite à te référer aux repères temporels que j'ai mis dans la description si tu souhaites voir un passage en particulier. Avant toute démonstration, je vais lire en commentant l'intitulé du théorème pour qu'on soit sûr de bien comprendre ce dont il s'agit. On considère un R espace vectoriel, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire, et on va considérer une application qui va de E dans E. Et on dit qu'il y a deux prismes pour observer l'objet qu'on appellera, à l'issue de ce théorème, symétrie. Le premier prisme à travers lequel voir les choses, c'est de se dire qu'on dispose d'une application qui est un endomorphisme de E, donc une application linéaire, en plus d'être une application de E dans E, qui est son propre inverse. Si on la compose avec elle-même, ça fait l'identité. On parle d'involution. Et le deuxième prisme à travers lequel voir les choses, c'est l'existence de deux supplémentaires, de E, qui permettent d'écrire S d'une manière très simple. N'importe quel vecteur se décompose de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et on observe ici une partie qui est laissée fixe, XF, et une partie qui, de l'autre côté, va être envoyée sur son opposé. Et donc, dans ce cas, si l'une ou l'autre des assertions est vérifiée, mais en réalité c'est l'une et l'autre, puisqu'elles sont équivalentes, eh bien on nous dit que ces supplémentaires dont on affirme ici l'existence, en fait, ils étaient uniques, on n'avait pas le choix. Si on souhaite écrire S de cette manière-là, eh bien F c'est forcément le noyau de S moins l'identité, et G c'est forcément le noyau de S plus l'identité. Maintenant, pour comprendre encore mieux ce théorème, je vais faire un petit dessin, de manière à ce qu'on puisse observer certains des éléments qui apparaissent là-dedans. Voilà un peu le tableau. On va faire un tout petit peu de géométrie plane pour avoir une idée de ce qui va se passer ensuite dans une démonstration plus abstraite. Si on se donne un vecteur du plan et qu'on dispose d'une droite F, d'une droite G, qui ne sont pas collinaires, ici je représentais une droite horizontale et verticale, mais peu importe, on aurait pu faire quelque chose de bien plus général, eh bien, on s'aperçoit qu'un vecteur X peut s'écrire de manière unique comme la somme d'un vecteur de F en rouge et d'un vecteur de G en vert. Et ce que j'ai envie d'appeler vecteur symétrique de X par rapport à F et parallèlement à G, eh bien, c'est le vecteur que j'ai appelé S de X ici. Et on s'aperçoit qu'on peut l'obtenir facilement à partir du vecteur rouge et du vecteur vert, comme la différence de ces deux vecteurs, justement. Et le parallèlement à G, d'ailleurs, tu le vois dans le mouvement qu'il y a eu pour passer de l'un à l'autre, on a fait quelque chose ici, un déplacement, qui était effectivement parallèle à la droite G. Donc, que peut-on observer à partir de ce dessin? Déjà que l'image d'une symétrie qu'on a en tête correspond à cette étrange écriture qu'on a obtenue ici. Maintenant, on peut se demander quels sont les éléments, par exemple, qui sont laissés fixes par la symétrie. Quels sont les vecteurs du plan qui sont égaux à leur propre symétrique? Et on s'aperçoit assez vite que ce sont les vecteurs de F qui conviennent. Si on prend un vecteur qui est sur l'axe F, et qu'on fait la symétrie, ça veut dire qu'on est censé prendre l'opposé de la composante qu'on retrouve sur G, mais les gens de F, il n'y a aucune composante sur G, et donc ils ne bougent pas. Ce fait-là, par exemple, on va le retrouver ici, quand on dit que F, c'est le noyau de S moins l'identité. Un élément du noyau de S moins l'identité, c'est un élément tel que S de X moins X égale 0, c'est-à-dire tel que S de X égale X, c'est-à-dire un élément qui est laissé fixe par S. De la même manière, on peut se demander quels sont les vecteurs du plan qui sont envoyés sur leur opposé. Et là, on peut le voir sur le dessin que, par exemple, le vecteur xg qu'il y a ici, il serait envoyé par la symétrie S sur moins xg. Alors, je l'ai représenté en orange, mais j'aurais aussi pu faire le dessin en vert, l'important étant que les vecteurs qui sont envoyés sur leur opposé par la symétrie, en fait, ce sont les vecteurs de G. Et c'est exactement ce qui est expliqué ici. Être dans le noyau de S plus l'identité, ça veut dire que S de X plus X vaut 0, c'est-à-dire que S de X égale moins X. Voilà un peu comment se repérer. Et effectivement, on peut aussi revenir à cette considération-là de S rond S égale l'identité, le fait que si on applique deux fois la symétrie,
eh bien on retombe sur le vecteur d'origine, on le voit ici. Si on prend le vecteur x, son symétrique est juste là, mais si j'applique à nouveau la symétrie, je vais prendre l'opposé de la composante qu'il y a sur g, et donc ça va me ramener au vecteur d'origine. Maintenant, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour passer sereinement à la démonstration. Je vais dans un premier temps essayer de démontrer que 1 implique 2, et donc je vais supposer que la première assertion est vraie pour démontrer ensuite la deuxième. J'écris ça un peu. J'ai donc supposé que la première assertion était vraie, et on me demande maintenant de démontrer l'existence de 2 supplémentaires dans E tels que S s'écrivent comme ça. Sauf que, en regardant la totalité du théorème, on me dit que je n'ai pas le choix pour F et G, que ce sont forcément ces 2 noyaux-là. Donc je vais m'appuyer sur cette connaissance pour considérer ces 2 noyaux et démontrer ensuite qu'effectivement, ce sont bien 2 sous-espaces vectoriels de E qui sont supplémentaires dans E. Voilà une bonne chose de faite. Déjà, étant donné qu'on a supposé que S était un endomorphisme, on peut parler de F et de G, qui sont les noyaux d'autres endomorphismes, et on peut dire aussi que ce sont 2 sous-espaces vectoriels de E. C'est déjà une bonne chose de faite. Et maintenant, la question qui reste, c'est pourquoi serait-il supplémentaire dans E? Et donc, on se demande comment démontre-t-on que 2 sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel donné sont-ils supplémentaires? On peut produire au moins 2 réponses à ça. Réponse de Jade. On peut démontrer que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Réponse de Perceval. On peut aussi démontrer que E égale F plus G et que F et G s'intersectent trivialement. Réponse de Séraphin. N'est-il pas aussi question de dimension? Et voilà 3 réponses très intéressantes. 2 d'entre elles vont me permettre une démonstration que je vais faire par écrit, et la troisième, la dernière en fait, n'est pas applicable en l'état. La raison, c'est que les considérations de dimension ne sont pas possibles dans le sens où je n'ai rien supposé sur la dimension finie, mais que même si j'avais supposé que la dimension était finie, je n'ai pas tellement d'informations facilement accessibles à propos de la dimension de F et de la dimension de G. À noter que pour les projecteurs, on aurait eu le théorème du rang, mais là, on ne dispose pas de ce genre de résultat, tel quel du moins. Alors, maintenant, on a le choix, effectivement, il y a cette considération d'écriture unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et celle aussi d'une intersection triviale en plus de E qui s'écrit comme la somme de F et G. Dans un premier temps, je vais me lancer dans l'écriture unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et on verra la démonstration, l'autre, juste après. Et nous voilà sur le chemin de ce fameux raisonnement par analyse-synthèse. Étant donné un vecteur quelconque de E, on souhaite démontrer qu'il existe un unique couple XF-XG tel que X, ça soit la somme de ces 2 vecteurs-là. Et pour démontrer en mathématiques qu'un objet existe et est unique, on peut, de temps en temps, et c'est le cas ici, raisonner par analyse pour démontrer que l'objet, s'il existe, alors il est unique, et on pourrait même le trouver, cet objet, ce couple, et vérifier que réciproquement, le seul couple qui pourrait convenir, eh bien, convient réellement. Et cela, ça s'appelle la synthèse. Donc, le problème à présent, c'est que je me retrouve avec 2 inconnus et une seule égalité. Mais cela dit, puisqu'on a ici un vecteur et qu'on a ici une application, on pourrait constituer l'image par S de ce vecteur X. Donc on se retrouve à calculer S d'une somme, par linéarité qu'on a supposée ici, c'est la somme des images, et maintenant on peut se demander, tiens, mais quelle est l'image de XF et quelle est l'image de XG? Parce que sinon, en l'état, j'ai 4 inconnus maintenant, XF, XG et leurs images respectives. Sauf que XF appartient au noyau de S moins l'identité, c'est-à-dire que XF est laissé fixe par S. Et de la même manière, XG appartient au noyau de S plus l'identité, c'est-à-dire que XG est envoyé sur son opposé. Et cela, on l'a vu sur le dessin tout à l'heure. Donc je vais expliquer ça brièvement, et on va se retrouver avec un système de seulement 2 équations à 2 inconnus.
Et nous voilà déjà à la fin du raisonnement par analyse. Donc j'ai mis un petit détail ici que je n'inclurai pas forcément dans une rédaction pour expliquer que être dans le noyau de S pour l'identité, c'est être laissé fixe par S. Et j'ai détaillé par contre la résolution d'un petit système de deux équations à deux inconnus. Étant donné que j'ai cette égalité et celle-ci, eh bien je me retrouve avec la somme et la différence de deux quantités. Et donc l'une c'est la demi-somme des éléments qui sont à gauche du signe égal, et l'autre c'est la demi-différence, la moitié de la différence entre ces deux vecteurs-là. Donc, dans cette analyse, on a dit que si il devait exister pour un vecteur x quelconque, un couple xf, xg dans f croix g tel que x, ça soit la somme des deux, alors c'était forcément celui-là. Maintenant, dans la synthèse, on va démontrer que réciproquement, eh bien ce vecteur-là, il vérifie bien tout ce qu'on a supposé ici. Et en fait, on a supposé trois choses différentes, et non pas une seule. Et voici déjà la quasi-totalité de la synthèse. On a démontré déjà que la somme des deux vecteurs qu'on a écrits ici et là vaut bien x. Et ensuite, on veut démontrer que xf et xg appartiennent au bon noyau. Il y en a un, c'est l'ensemble des éléments qui sont laissés fixes par S, et l'autre, c'est l'ensemble constitué des éléments qui sont envoyés sur leur opposé. Effectivement, on constate que xf est envoyé sur lui-même et que xg est envoyé sur son opposé. Cela dit, si je veux expliciter l'utilisation des arguments, eh bien, c'est dans notre supposition initiale, on avait supposé que S était un endomorphisme, on l'a utilisé respectivement ici et ici. J'ai dit que l'image d'une combinaison linéaire, c'était la combinaison linéaire des images, et on a aussi supposé que S était une involution, c'est-à-dire que S de quelque chose, c'est ce quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai remplacé S de x par x, ici et là. À partir de là, il ne reste plus qu'à conclure en bonne et due forme. On va terminer cette synthèse, ce raisonnement par analyse synthèse, et conclure que f et g sont supplémentaires dans E. Et c'est ainsi que s'achève la première moitié de la démonstration de 1 implique 2 par la route de l'analyse synthèse. On a démontré qu'il existait deux sous-espaces vectoriels de E qui sont supplémentaires dans E. On a choisi des noyaux très précis. Et maintenant, on va démontrer que S s'écrit de manière très simple si on considère l'écriture d'un vecteur de E comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Donc je vais faire réapparaître l'objectif et on va se lancer directement dans la suite de la démonstration. Question d'Achille. Halte là! N'a-t-on pas déjà fait ce calcul? Mais si, on l'a déjà fait. Si on considère un vecteur de E qu'on décompose comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et si on remonte un peu plus haut, on va trouver un calcul qui nous donne effectivement l'image de X par S, comme différence XF moins XG. À l'époque, on avait fait le calcul en supposant l'existence d'un couple tel que. Désormais, on a l'existence, on a même l'unicité, mais le calcul n'en demeure pas moins vrai. Il était déjà vrai tout à l'heure, il est encore vrai maintenant, et donc je vais faire référence à l'analyse qui a eu lieu tout à l'heure pour écrire directement qu'on a bien S de x qui vaut xf moins xg. Voilà qui achève notre belle épopée. On a démontré que si S était un endomorphisme involutif, alors il existait deux supplémentaires dans E, tels que S puisse s'écrire d'une manière extrêmement simple. Maintenant, cela, le fait que F et G soient supplémentaires dans E, F étant le noyau de S moins l'identité et G le noyau de S plus l'identité, le fait qu'ils soient supplémentaires dans E, je l'ai démontré par analyse synthèse avec cette histoire d'écriture unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Maintenant, je vais le démontrer d'une autre manière. Je vais démontrer que E égale F plus G et que F et G s'intersectent trivialement.
Encore une fois, si tu souhaites sauter cette partie, je t'invite à te référer au repère temporel dans la description. Intervention de Séraphin. Mais c'est tout bonnement scandaleux. Quelle honte, quelle indignité. Alors, je suppose que c'est le petit aisément qui est mal passé, et effectivement, ça correspond à un parachutage dans le sens où tout à l'heure, on avait fait une analyse pour aboutir au candidat, puis une synthèse pour vérifier que l'unique candidat vérifiait les conditions requises. Ici, eh bien, on parachute directement quelque chose. Je dis qu'on constate aisément que les conditions sont vérifiées, on pourrait refaire les calculs de tout à l'heure, mais là n'est pas la question. La grande question, c'est comment pourrait-on avoir l'idée de considérer directement ces deux candidats-là, plutôt que de passer par les calculs de l'analyse de tout à l'heure. Et c'est à cet endroit que je vais te resservir le dessin dans le plan de tout à l'heure. On va regarder quel est cet étrange vecteur, quel est cet étrange vecteur aussi qu'on a trouvé tout à l'heure par le calcul. On va les voir. Et voilà le petit dessin que j'ai un peu peiné à faire, je me suis mal pris, mais peu importe, on devrait comprendre ce qu'il se passe. En fait, ce 1/2 de x plus s de x, on peut s'apercevoir qu'il se trouve sur la droite f, dans le sens où quand je fais la somme de x et de s de x, eh bien je me retrouve avec le vecteur jaune ici. Et donc c'est un vecteur dont on avait expliqué au tout début qu'il est invariant par s, il est laissé fixe par s. De la même manière, si je fais x et que, plutôt que d'ajouter s de x, je le retranche, on se trouve ici sur l'axe que j'ai dessiné verticalement, et on se trouve donc face à un élément qui est envoyé sur son opposé par S. Et ça aussi, on en avait parlé en tout début d'émission. Sauf que, on a donc des éléments des noyaux respectifs de S moins l'identité et S plus l'identité, mais leur somme ne fait pas X. En fait, leur somme des deux vecteurs en jaune, elle fait 2X. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on prend la moitié de chacun de ces vecteurs-là, et on obtient finalement une décomposition de cette sorte-là. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'était tout simplement le petit xf du tout début et le petit xg du tout début. Donc on aurait pu le voir sur le dessin, on aurait pu faire cette construction dès le départ, donc plutôt que le dessin du tout début, eh bien je te propose d'y substituer celui-ci qui est bien plus complet, et on se retrouve effectivement naturellement, aisément pourrait-on dire, face à cette décomposition-là. Ça n'exclurait pas, en toute rigueur, une démonstration du fait que ce monsieur appartient à F, ce monsieur appartient à G. En fait, on a déjà fait ces calculs-là, et le fait que X soit la somme des deux, là par contre c'est quasiment immédiat, on voit que les S se simplifient et que la moitié de X s'ajoute à l'autre moitié de l'autre côté. Ainsi, on a démontré que tout vecteur de E pouvait s'exprimer comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, et donc que E s'écrit comme F plus G. Maintenant, pour démontrer qu'ils sont supplémentaires dans E, on va démontrer que l'intersection de F et G, c'est le singleton 0. Et c'en est déjà terminé en réalité. Si on considère un vecteur quelconque de E qui est dans l'intersection des deux noyaux F et G, j'ai rappelé ici brièvement ce qu'étaient F et G, c'est le noyau respectif de S moins l'identité et S plus l'identité, sauf que ces deux égalités se traduisent en S de x égale x et S de x égale moins x. On a donc, par différence des deux lignes, x égale 0. Et réciproquement, x égale 0, eh bien il vérifie toutes ces conditions-là. Donc on a démontré que être dans un ensemble, c'est être nul, donc ça veut dire que f inter g c'est le singleton 0, et étant donné qu'on a la somme ici et l'intersection triviale juste là, on a donc des supplémentaires dans E. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer que S s'écrit très simplement comme l'application qui a xf plus xg associe xf moins xg. Ça va ressembler à ce qu'on a fait dans la route précédente, mais peu importe, je vais écrire quelques lignes et on va pouvoir conclure une deuxième fois au fait que 1 implique 2.
Et nous voilà au bout de la deuxième route, on a démontré une deuxième fois que 1 impliquait 2. Maintenant, il va être question de la réciproque. Je me demande à présent pourquoi une application qui s'écrit comme cela est-elle linéaire, déjà, pour commencer, et je me demande aussi pourquoi est-elle forcément une involution. Pourquoi a-t-on S rond S égale l'identité? Et voilà donc nos hypothèses, et voilà nos deux objectifs. Maintenant, le point clé, c'est que disposant de 2 supplémentaires, on va pouvoir se permettre d'écrire n'importe quel vecteur de E de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et ça va nous servir en réalité par 2 fois. Le premier objectif va nous demander de calculer l'image par S d'une combinaison linéaire de vecteurs. Chacun de ces vecteurs, on va les décomposer comme ceci. De la même manière, on doit démontrer ici l'égalité entre 2 applications. On va donc démontrer qu'elles coïncident en n'importe quel vecteur qu'on va décomposer à nouveau comme ceci. Je me lance donc dans un premier temps dans la linéarité, et on enchaînera ensuite sur le côté involutif de S. On a considéré 2 vecteurs de E, et on s'apprête à en former une combinaison linéaire. Au préalable, je les ai exprimés comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. À partir de là, je t'invite à essayer de démontrer, si tu ne l'as pas fait, que S est une application linéaire. On va démontrer que S de lambda x plus mu y, ça vaut bien lambda S de x plus mu S de y. Et je m'interromps ici parce qu'on a tout au tableau pour bien comprendre le point clé. L'idée, c'est que quand je calcule l'image par S de cette combinaison linéaire exprimée comme ceci, je reconnais à gauche une combinaison linéaire d'éléments de F, donc un élément de F, puisque F est un sous-espace vectoriel de E, et de la même manière, je reconnais à droite un élément de G. Sauf que S, on a supposé qu'une telle somme, il l'envoyait sur la différence. La composante dans F est inchangée, on la retrouve exactement ici, et la composante sur G est envoyée sur son opposé. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve 2 signes moins. Sauf qu'en mettant lambda en facteur, eh bien on retrouve lambda facteur de xf moins xg, c'est-à-dire lambda facteur de s de x, et de la même manière, on trouve le mu s de y. Maintenant, je vais conclure que l'application est linéaire proprement, et peut-être me lancer tout de suite dans ce calcul de s rond s de x. Voilà, j'ai conclu que S était une application linéaire, et finalement un endomorphisme de E, puisqu'on a supposé dans l'énoncé du théorème que S était une application de E dans E, et je me propose maintenant de calculer S rond S de X pour un vecteur quelconque de E, vecteur quelconque de E que là aussi, je décompose de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. À partir de là, je vais utiliser la linéarité de S et poursuivre le calcul jusqu'à obtention de ce fameux S rond S égale identité. Et voilà la dernière partie de la démonstration entre 1 et 2. Ce vecteur x, qu'on a décomposé comme somme d'un élément de f et d'un élément de g, par l'application S, il est envoyé sur xf moins xg, que j'ai écrit xf plus moins xg. L'intérêt, c'est de reconnaître la somme d'un élément de f et d'un élément de g, et de pouvoir calculer à nouveau l'image par S. La partie rouge est laissée fixe, et la partie dans G est envoyée sur son opposé. Et on retrouve donc xf plus xg, c'est-à-dire x. On obtient donc, étant donné que x était quelconque, S rond S égale l'identité, et on obtient finalement cette équivalence. Maintenant, il nous reste seulement à démontrer que f c'est forcément le noyau de S moins l'identité, et que G c'est le noyau de S plus l'identité. Autrement dit, ces supplémentaires f et g qui nous permettent d'obtenir une jolie écriture de S,
On a expliqué qu'ils existaient, mais je vais maintenant argumenter que, au-delà de leur existence, ils sont uniques. On n'avait pas le choix pour f et g. On a là le cadre de travail. On suppose désormais que S vérifie le premier point, ou le deuxième, mais les deux en réalité, puisqu'ils sont équivalents, on vient de le démontrer. On va donc se placer avec les instruments pratiques du deuxième, c'est-à-dire une écriture très simple de S, et on va démontrer maintenant que si on considère F et G, eh bien ce sont forcément ces deux noyaux-là. Alors je vais commencer à démontrer l'égalité pour F, et tu pourras peut-être ensuite, sur le même modèle, démontrer la même égalité pour G. On a là ce qui conviendrait pour démontrer une première inclusion d'ensemble. J'ai considéré un vecteur x quelconque que je décompose comme somme d'un élément de f et d'un élément de g, et j'ai démontré que si il appartient à f, alors il est forcément laissé fixe par S. La clé du raisonnement, c'est que x, s'il appartient à f, sa décomposition, c'est lui-même plus 0g. J'ai marqué xf, mais ça veut dire que xf est égal à x et que xg égale 0. C'est une décomposition unique. Ensuite, la somme d'un élément de f et d'un élément de g, elle est envoyée sur la différence de ces éléments, ici, sur x. Et ensuite, dire que s de x égale x, c'est dire que la différence des deux vaut 0, sauf que s de x moins x, je peux l'interpréter comme l'endomorphisme s moins l'identité appliqué à x. Maintenant, je vais démontrer ce qui conviendrait pour démontrer l'inclusion réciproque. Je vais supposer que x appartient à ce noyau-là, et je vais démontrer que forcément, il appartient à f. Et nous voilà avec cette première égalité d'ensemble. On a démontré que réciproquement, si on prenait un vecteur du noyau de S moins l'identité, ce vecteur était laissé fixe par S, c'est-à-dire que xf plus xg, qui est x, c'est la même chose que xf moins xg. Sauf qu'il suffit de retrancher xf de chaque côté pour déduire que xg vaut 0, et donc que x, la somme des deux, c'est donc le seul xf, qui est un élément de f. On a donc une double inclusion, de quoi démontrer une double inclusion ici, et finalement, on conclut à l'égalité d'ensemble. Je vais juste écrire qu'on démontre exactement de la même manière la deuxième égalité. Et nous y sommes. J'ai écrit que de même, en reprenant les mêmes arguments dans le même ordre, on démontre l'égalité G est égale au noyau de S plus l'identité. Alors, ce théorème est à présent démontré en intégralité, et je vais terminer par une ouverture dans laquelle j'aimerais attirer ton attention sur 3 points intéressants. Le premier, comme pour les projecteurs, c'est l'intérêt d'un tel théorème. Et j'ai parlé à plusieurs reprises d'une écriture très simple de S. Tu peux me demander ici, qu'y a-t-il de simple dans une telle écriture? Et je te dirais que ça s'observe très bien si on suppose que E est un espace vectoriel de dimension finie, parce qu'on peut constituer une base de E comme concaténation d'une base de F et d'une base de G. Si on considère dans un premier temps les éléments d'une base de F, ce sont des éléments qui sont laissés fixes par S. Donc ça va nous donner des gens qui produisent des 1 sur la diagonale, comme ceci. On va avoir du S de x égale x. Et si on complète la base de F par une base de G, on a des gens qui sont envoyés sur leur opposé par S. Et ça va nous donner un petit groupe de moins 1 sur la diagonale. Et donc, ce qu'explique ce théorème, c'est qu'en dimension finie, n'importe quelle symétrie peut être représentée par une matrice qui a des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Il ne peut y avoir que des 1 si ce noyau F prend toute la place, il ne peut y avoir que des moins 1 si G prend toute la place, et il peut aussi y avoir les deux, tout simplement. Un deuxième point intéressant, c'est que le projecteur et la symétrie qui sont associés au même supplémentaire sont reliés. Ils sont reliés par la relation S est égal à 2 fois P moins l'identité. Et cela se démontre aisément en faisant appel au point 2 qu'on a démontré pour les projecteurs et pour les symétries.
En fait, S de x, eh bien c'est xf moins xg. Et si je fais 2p de x moins x, eh bien ça fera 2xf moins, entre parenthèses, xf plus xg, et ça donnera bien xf moins xg. Donc, il est normal de retrouver des démonstrations similaires dans la mesure où la symétrie, c'est une transformation affine de la projection, et réciproquement, la projection, c'est une transformation affine de la symétrie. Là encore, on fera bien attention dans cette égalité à s'assurer qu'on parle bien des mêmes supplémentaires f et g. Et enfin, une dernière remarque qui me paraît très intéressante, en tout cas en tant qu'étudiant, je me serais posé la question, c'est comment se fait-il que ces deux théorèmes se ressemblent autant et que les démonstrations elles-mêmes puissent suivre exactement la même structure. Alors, on a ici S rond S égale l'identité, on avait pour les projections P rond P égale P. Comment pourrait-on généraliser ce résultat-là? Alors, si tu es en première année, tu peux te demander qu'y a-t-il de commun finalement entre ces deux égalités-là, mais c'est pas évident du tout, mais je vais te laisser quelques secondes pour y penser. Et en fait, le point commun entre S et P, c'est qu'ils sont tous les deux annulés par un polynôme qui admet deux racines distinctes. Dans le cas d'une symétrie, on voit qu'il y a quelque chose à voir avec le polynôme x carré moins 1. Si on remplace x par s, qu'on interprète la multiplication comme une composée et 1 comme l'identité, eh bien on s'aperçoit que s est annulé par ce polynôme-là. Alors c'est pas forcément un vocabulaire qu'on a en première année, mais du moins on pourra réaliser que on trouve deux racines distinctes qui sont en l'occurrence 1 et moins 1. Sauf que le 1 et le moins 1, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. On a ici moralement le x moins 1 et de l'autre côté le x plus 1. De la même manière, pour p rond p égale p, on a quelque chose de l'ordre de x carré moins x qui est en lien avec p. X carré moins x qu'on peut écrire comme x facteur de x moins 1. Et on avait démontré que E pouvait s'écrire comme le noyau de P plus le noyau de P moins l'identité. On avait dit que c'était l'image à l'époque, mais c'était aussi le noyau de P moins l'identité. Et donc, tu pourrais envisager, notamment si tu es bien solide en première année, eh bien de généraliser ce théorème, non pas à une symétrie ou une projection, on ne baptisera pas ça comme ça, mais à un endomorphisme, à une application quelconque de E dans E, qui est annulé par un polynôme de degré 2 qui admet deux racines distinctes, de récupérer une écriture très particulière de ce qui sera un endomorphisme, et ensuite d'écrire que f c'était forcément un noyau et g forcément l'autre noyau. Sachant que si les deux racines tu les appelles lambda et mu, eh bien tu auras le noyau de f moins lambda fois l'identité et le noyau de f moins mu fois l'identité. Si tu as apprécié mes explications, eh bien je t'invite à faire un tour sur mon site internet et à découvrir toutes les formations que j'ai fait défiler un peu plus haut. Si tu souhaites apprendre à aborder un exercice avec méthode pour résoudre des exercices de plus en plus complexes, si tu souhaites apprendre à travailler un cours de mathématiques de manière à progresser en mathématiques et à le comprendre, et c'est essentiel quand on voit le genre de démonstration que j'ai produite ici, si tu veux apprendre à raisonner et à rédiger convenablement, c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène dans cette démonstration-là, et si tu veux apprendre à progresser en calcul, à faire moins d'erreurs, à être plus efficace, eh bien je t'invite à découvrir toutes ces formations qui, j'en suis sûr, te feront progresser énormément. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.